à tous, c'est Mélie et Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle comparaison et on va vous parler de notre lecture de Sous le sabot des dieux de Céline Chevet. Donc pour le tome 2, c'est un service presse que l'on a reçu de la part des éditions du Chat Noir. Merci encore à eux puisque ils nous ont en plus permis de le recevoir toutes les deux, un numérique et un papier. Je vous ai déjà parlé du 1 sur YouTube. Aujourd'hui on va plus spécifiquement parler du tome 2, donc si vous n'avez pas lu le tome 1, je vous encourage à vous arrêter ici et maintenant, puisqu'il y a quand même des chances qu'on spoil ce qui se passe dans le tome 1 en revenant. Alors pas forcément... Je suis pas sûre. C'est pas sûr, mais dans le doute... voilà, n'hésitez pas à quitter cette vidéo. Bah si, déjà pour reprendre un peu le fil de l'histoire, Annel est une traîtresse qui a été répudiée et chassée de la cour impériale. Et en fait elle a été manipulée par un Soulsa dont j'ai oublié le nom. Alors pour les noms, à part Annel, le reste ça risque d'être un petit peu compliqué parce que c'est la culture coréenne, ce sont des noms coréens. D'ailleurs... c'est assez compliqué de s'y retrouver comme le disait Mélo quand on y discutait, donc je vais juste dire le Soulsa, c'est plus simple. Poupée rouge aussi qu'il l'appelle dans le tome 1 si jamais ça vous parle, donc c'est lui aussi un traître qui décide de manipuler Annel dans un but bien précis qui est d'abattre l'empire actuel pour mettre à sa place la personne qu'il aura choisie. Pourquoi il a choisi cette personne, c'est assez flou, mais en tout cas voilà, il est dans les manipulations politiques. Personnellement j'ai préféré le tome 2 au tome 1 pour plein de raisons, notamment que tout va plus vite, enfin il y a beaucoup plus d'ellipses, donc il y a des choses qu'on rate, mais il se passe énormément de choses. On reste principalement dans la tête de Annel, mais il y a beaucoup plus de personnages que dans le tome 1 et j'ai l'impression qu'il y a plus de passages dans la tête d'autres personnages, ce qui est nettement plus enrichissant. Ça permet de faire une petite pause aussi avec Annel, que j'ai pas de problème avec elle, hein, mais voilà, c'est quand même, j'aime bien quand ça change un peu. Et surtout, ce que j'ai adoré avec ce tome, c'est le duo Annel et le Soulsa, enfin le duo, l'opposition un peu. Il y avait un duo similaire dans le tome 1 avec Annel et Mok, mais voilà, ce duo a rapidement disparu, alors que là c'est plus présent, c'est plus poussé, j'ai l'impression, même si en quelque sorte elle continue aussi sa relation avec Mok, son opposition avec Mok. On approfondit davantage et j'apprécie beaucoup. Comme le dit Mélo, il se passe énormément de choses et de temps dans ce tome 2, puisque on va quand même voir la naissance d'un bébé, enfin en tout cas on va découvrir le bébé de Minji, la sœur de Annel, et on va terminer ce tome, je pense, il doit avoir entre 12 et 15 ans, je ne sais plus exactement, donc il se passe quand même plus d'une dizaine d'années dans ce roman, et donc énormément de modifications du paysage politique et des manipulations. C'est beaucoup plus, enfin c'est encore plus politique que le tome 1, je dirais. Dans le tome 1 il y a quand même une partie politique extérieure qui est un petit peu plus développée avec des batailles. Là il y en a, mais c'est, je trouve, beaucoup plus interne. Et c'est tout aussi intéressant, je trouve. Pour ce qui est de la politique, en effet j'ai trouvé que c'était beaucoup plus présent, et surtout il y a aussi la partie historique qui est plus présent, il y a plus de passages historiques. J'ai eu un peu de mal parce que les prénoms j'y suis pas habituée, enfin c'est pas ma culture et tout, c'est un peu difficile, mais c'est très intéressant si vous aimez, si vous avez envie de découvrir la culture coréenne, bah voilà, enfin c'est le roman pour vous. C'est nettement plus terre à terre du coup grâce à cette partie théorique que les autres romans de Céline Chevet, mais voilà, ça reste un coup de maître quand même. J'ajouterais que c'est très documenté, hein. On sent toute la documentation qu'il y a sur justement le paysage historique, la géographie et le paysage politique, c'est vraiment très documenté, donc effectivement si vous voulez avoir un aperçu de la Corée à cette époque-là, n'hésitez pas, c'est le bon livre. Mais c'est un roman historique et c'est vrai que en cela il est assez incomparable par rapport à ces autres romans qui sont de la fantaisie pure et dure. Là on est sur... limite la fantaisie s'est retrouvée un petit peu évincée par rapport au premier tome, puisque tout ce qu'il y avait d'onirisme dans les prédictions de Annel et dans son voyage dans l'autre monde, là ça se... disons qu'elle utilise beaucoup plus ce pouvoir à des fins politiques, et donc en fait elle manipule elle-même ce qu'elle voit, donc il y a beaucoup moins de passages sur cette partie de l'autre monde puisqu'elle fait elle-même ses propres prédictions, ou alors on lui impose d'en faire en tout cas. Du coup la partie fantasy qui reste, c'est
elle voit toujours des fantômes, elle a toujours des visions. Mais là la question qu'on peut se poser compte tenu de ce qui s'est passé dans le tome 1, c'est est-ce que c'est pas plutôt sa conscience qui lui parle, parce qu'elle a de gros poids sur la conscience, qui voilà, viennent la tourmenter sous forme de fantômes. Et en fait ce qui a fait du coup que ce tome 1 et ce tome 2 c'est pas des coups de cœur, c'est des très bons romans, mais comparé, je préfère Les Chaînes du Silence, je préfère La Fille qui tressait les nuages, parce que voilà, il me manque cette partie onirique, il me manque cette partie, du coup ça permettait à sa plume aussi d'être encore plus belle, onirique, de partir assez loin. Et voilà, là la plume est toujours aussi jolie, toujours aussi belle, elle reste quand même nettement plus belle que beaucoup de romans de fantasy, mais voilà, elle s'est un peu transformée pour s'adapter, pour être un peu plus terre à terre. Et c'est là qu'on voit, puisque Mélo cite ses autres romans, à quel point Céline Chevet est capable de changer de genre, de changer de style et de nous offrir à chaque fois une qualité incroyable. Je suis pas particulièrement, je ne lis pas ou peu de romans historiques, vraiment peu. Et pourtant elle a réussi à m'embarquer complètement dans celui-là. Et voilà, elle a réussi à proposer des choses très différentes, déjà différentes de ce qu'elle fait elle-même, mais aussi très différentes de ce qu'on peut trouver. Donc je salue à chaque fois le brio avec lequel elle arrive à créer de l'originalité et à chaque fois de la belle originalité. C'est quelque chose, moi j'ai pour l'instant aucune déception. Je dirais que mon préféré restera Les Chaînes du Silence pour l'instant, mais ceux-là m'ont fait passer un moment très différent et que j'ai beaucoup aimé. Je voudrais revenir par rapport à ce que je vous ai dit sur le tome 1, au fait que, d'ailleurs j'ai eu beaucoup de mal à vous parler de ce tome 1. J'ai eu beaucoup de mal avec le personnage d'Anneul en particulier. Ce tome 1 ça a été pour moi une histoire un peu d'amour-haine avec Anneul et avec du coup Céline Chevet, parce que elle m'a beaucoup déstabilisée avec le tome 1. Là je me suis sentie mieux dans ce tome 2 que j'ai préféré au tome 1. Et j'ai passé un meilleur moment avec le tome 2 je pense. Je me suis sentie plus à l'aise avec les personnages qui encore une fois ne sont pas là pour être aimés, mais je pense qu'on parlera peut-être plus spécifiquement des personnages après. Grosse préférence pour le tome 2, mais c'est un ensemble et cette duologie vaut le coup d'être lue, et jetez-y au moins un coup d'œil parce que c'est toujours aussi beau quoi. Pour ma part, c'est assez marrant, j'ai pas du tout eu le même ressenti que Mélie avec le personnage de Hannel. En fait, j'ai pas d'attente pour les personnages de Céline Chevet parce que je sais qu'ils vont être bizarres. Quand je dis bizarre, c'est un bizarre positif. Je sais qu'ils vont être très différents de ce qu'on a l'habitude et qu'ils vont pas être forcément aimables ni des héros. Enfin voilà, je m'attends à ce qu'ils aient vraiment une personnalité très décalée. On n'a pas l'habitude de ce genre de personnalité. Voilà. Et je m'attends pas à rentrer dans une histoire où je vais adhérer avec les décisions des personnages. Et dans ces autres livres, j'ai complètement compris les décisions des autres personnages et leurs mouvements et leurs choix. Là, Anneul, dans le tome 1, je n'ai rien compris. je ne comprenais pas ce qu'elle faisait et elle a une personnalité qui est vraiment très suiveuse en fait. Voilà, elle se laisse complètement balloter, je vous l'avais déjà dit, elle est complètement poussée. En fait, on a l'impression dans le tome 1 surtout qu'elle ne maîtrise rien du tout. Elle se fait pousser dans tous les sens et puis elle suit le mouvement et on a l'impression qu'elle court après quelque chose ou plutôt qu'elle fuit quelque chose en courant, mais on ne sait pas trop quoi. Dieu merci, dans le tome 2, elle a incroyablement évolué. Alors comme je le disais, il se passe 12 ans quand même, hein, donc forcément elle évolue, là on est d'accord, mais je pense que le fait qu'elle ait trahi, le fait qu'il y ait eu cette évolution, ça l'a rendue beaucoup plus... elle prend des décisions en amont. Ça y est, enfin on a un personnage qui anticipe ce qui lui arrive. Enfin on a quelqu'un qui essaie à son tour de rentrer dans le jeu des manipulations, sans en faire trop. C'est pas non plus sa voix, c'est parce qu'elle préfère, mais elle en est capable. Et elle prend ses propres décisions et surtout elle les prend pour ses enfants. Et ça j'ai trouvé ça très beau. Je pense que ce qui a beaucoup changé à Anneul, c'est d'une certaine façon la maternité forcée. Lorsque Minji, sa sœur jumelle, lui confie son fils, on a quand même une belle évolution à ce niveau-là de Anneul qui... Je pense que d'une certaine façon j'ai retrouvé un peu de Minji en elle. Comme si elle avait absorbé une partie de sa sœur en se disant bah voilà, maintenant il faut que je sois forte pour affronter la situation et il faut que je prenne les choses en main quoi. C'est ça, c'est pas dans sa personnalité de faire de la politique, de prévoir des choses, de faire de la manipulation et tout.
Mais quand il s'agit de le faire pour d'autres gens, bah là elle se force à le faire et elle peut le faire, enfin elle est tout à fait capable. Mais voilà, c'est juste que c'est clairement pas sa personnalité et on peut avoir du mal avec ce personnage parce qu'il nous ressemble pas du tout. Enfin voilà, il est vraiment très lointain de nous et on n'imagine pas ne pas réagir et se laisser trimballer comme ça par la vie. D'ailleurs, du coup, vu qu'on est sur les personnages, vous vous en doutez peut-être, mais moi, mes personnages préférés, quand je vous ai parlé du duo Annel Usulsa et le duo Annel et Mok, bah c'est le Sulsa et Mok. C'est pas des personnages aimables, c'est pas des personnages bien et tout, mais ils ont ce côté sombre que j'aime beaucoup. Ils savent ce qu'ils veulent en fait et ils font tout pour l'avoir. Ils sont plutôt doués jusqu'à un certain point. Vraiment même extrêmement doués par moments, surtout pour le Sulsa. Et voilà, c'est des personnages... bah c'est toujours, comme d'habitude, c'est des personnages complexes. Il y a d'autres personnages évidemment, mais voilà, eux c'est mes deux préférés. Je rejoins complètement Mélo, je pense... Alors le Sulsa, je suis impressionnée par ce personnage. Je dirais pas que je l'ai apprécié. Ce sont deux personnages qui sont à la fois d'une certaine façon très similaires et très très différents. C'est-à-dire que effectivement ils sont tous les deux très sombres, ils sont tous les deux dirigés par une passion, une énergie débordante, quelque chose qui les dévore complètement pour atteindre leur objectif. Et leur objectif en fait c'est leur pays. Alors d'une façon différente hein, bien sûr, puisqu'ils sont pas du tout dans le même camp, mais la seule chose qui les dirige c'est donner le meilleur à ce pays dans lequel ils vivent. J'ai trouvé ça très beau, c'est très désintéressé d'une certaine façon, mais en même temps c'est des personnages qui sont très sombres. Alors il y en a un, Mok, qui est d'une franchise, enfin voilà, très très direct, très franc, très... voilà, il est là et il est solide, et à côté on a un personnage qui est très volatile, le Sulsa, mais extrêmement présent, mais... Voilà, il manipule en fait, il joue ses cartes dans le dos des autres, il tire les petites ficelles de tous les pantins et il y en a énormément. Donc très très différents mais tous les deux absolument incroyables et d'une grande complexité. Ça c'est aussi quelque chose qu'on peut dire de Céline Chauvet, c'est qu'à chaque fois elle nous sort des personnages qui sont incroyablement humains dans leurs défauts et dans leurs qualités. Si vous en avez marre d'avoir des personnages qui sont très très tranchés en mode voilà, elle c'est une fille badass, lui c'est un bad boy, lui c'est un garçon timide, puis elle c'est une petite fille à maman, venez découvrir les personnages de Céline Chauvet que je trouve beaucoup plus nuancés et qui grandissent aussi énormément. Ils sont absolument incroyables. Pour les autres personnages, on peut citer la femme de l'empereur. Voilà, qui est très complexe, un peu manipulatrice, mais elle est aussi très entière et au final elle a ses valeurs et elle les respecte, j'ai l'impression, mine de rien. Enfin, on a un peu la sœur jumelle de Annel, oui, donc en termes de duo opposition, il y a aussi les deux jumelles forcément, je l'ai pas dit mais c'est évident, enfin voilà. Elles ont deux caractères tellement opposés, tellement... Et il y a également un nouveau personnage qui fait son apparition qui lui nous permet d'aborder des thèmes autour du genre et de la perception du genre. J'ai beaucoup aimé ce personnage de pirate, je trouve qu'effectivement il ouvre il ouvre un questionnement sur les problématiques de genre, et c'est vrai que dans ce type de roman c'est pas forcément la chose à laquelle on s'attend. On voit aussi comment ces problématiques là pouvaient... Enfin, je doute que historiquement parlant c'était quelque chose de très très présent. On voit à quel point dans notre société actuelle on est en retard sur ce genre de questionnement. Mais le fait de le retrouver là-dedans, dans ce milieu historique, ben, ça permet juste en fait d'interroger le lecteur sur cette perception-là. Et effectivement, comme à chaque fois qu'on adresse des problématiques sur le genre, sur l'identité sexuelle, l'identité de genre, je trouve que c'est super intéressant et très très bien amené, encore une fois, par Céline Chauvet, qui amène tout un tas de petites problématiques vis-à-vis de ce personnage. Et en plus de ça, enfin voilà, comme les personnages sont complexes, ça ne permet pas d'aborder qu'une seule problématique pour moi. Enfin voilà, il y a d'autres problématiques qui en découlent ou qui en découlent pas forcément, mais voilà, avec ce personnage j'ai beaucoup aimé aussi tout ce qui tournait autour de l'amour, quand c'est réciproque, quand c'est pas réciproque, du coup de l'affection que tu donnes et ce que tu donnes pas, enfin voilà, c'était très très varié. La loyauté, l'amitié, des valeurs aussi profondes que ça. Qu'est-ce qu'on fait passer en premier? Est-ce qu'on fait passer en premier sa patrie ou est-ce qu'on fait passer en premier les gens qu'on aime? Et jusqu'à quand aussi on accepte d'être trahi et de pourtant rester loyal et voilà,
ce qu'on donne et ce qu'on donne pas quoi. Une dernière chose qui est perturbante mais très bien fait et ce qui permet encore une fois de se démarquer des autres romans de fantasy, mais qui est peut-être plus commun aux romans historiques, pareil j'en lis pas énormément, c'est pas ma passion de base, c'est qu'en fait on suit pas, il n'y a pas vraiment de fil conducteur, on n'a pas un but, les personnages n'ont pas un but et puis ils vivent plein de péripéties, il arrive d'autres choses qui amènent à ce but, pas du tout, il y a des petits buts par moment. Et puis il y a la politique, il y a l'histoire qui s'en mêle et tout vole en éclats, ça rechange tout, il faut se reconstruire d'autres buts ou d'autres projets et il y a à nouveau tout qui est bousculé, enfin voilà, c'est très vaste, c'est un peu perturbant du coup puisque par rapport au tout début du tome 1, au tome 2 à la fin, on est mais à des milliers de kilomètres de ce qui se passait dans le tome 1 et voilà, et les personnages doivent évoluer, enfin... C'est ce qui se rapproche le plus de la vie au final. Enfin, voilà, c'est pas ce qu'on prévoit quand on est enfant qui se passe à 80 ans. Enfin, voilà, je veux dire, on se dit pas, bon bah voilà, quand j'ai 10 ans, je me dis je serai astronaute et puis bim, à 80 ans, bah voilà, c'est les péripéties jusqu'à ce que tu sois arrivé à ton rêve, c'est pas du tout comme ça. Enfin voilà, et pourtant c'est un peu ce que je reproche aussi aux romans de fantasy, c'est un peu trop dirigé vers un seul but. Et tous les chapitres nous emmènent au final petit à petit à ce but alors que là, pas du tout. Et c'est ce qui est le plus normal, le plus naturel en fait. Je pense que c'est un sentiment dont je vous avais fait part quand je vous avais parlé du premier tome, vraiment la sensation d'ouvrir une fenêtre sur une période en fait. Et voilà, il n'y a pas comme dit Mélo de quête à proprement parler, c'est juste l'histoire, voilà, c'est l'histoire qui se déroule avec ses changements, avec ses crises, qu'elles soient sanitaires d'ailleurs, parce qu'il y a aussi un petit passage avec la peste, ou politique, avec ses guerres et ses héros et ses traîtres. Et je pense qu'il y a de très très bons romans de fantasy qui ont cet aspect-là. J'en ai un, j'arrive pas à retrouver le titre, mais je sais qu'il en existe. Et c'est ça en fait qui fait tout changer. Ah bah je pense que typiquement l'Assassin Royal, c'est exactement ça. C'est-à-dire, bon, on va suivre un seul personnage, mais en attendant, lui il a pas de quête, hein. Lui il est là dans les mouvements politiques et il est utilisé. Donc voilà, ça existe en fantasy, mais je sais que c'est assez rare par rapport à ce qu'on peut voir notamment en young adult où effectivement on va suivre un personnage qui a une quête et un destin, hein, et voilà. Mais peut-être que ça se retrouve davantage dans la fantasy adulte. Je pense aussi à Elantris par exemple, que j'ai lu récemment de Brandon Sanderson. Donc voilà, il faut juste trouver les bons livres, mais ils existent. Et en tout cas ici c'est extrêmement bien réussi. Voilà, on a ouvert une fenêtre et puis bah là nous on la referme parce que le livre est fini, mais l'histoire continue en fait. Enfin, elle est déjà passée en l'occurrence, mais ça se déroule toujours. Et d'ailleurs en parlant de l'histoire est finie, la fin je l'ai trouvée vraiment très très bien, enfin elle est... Même si du coup elle nous emmène très très loin par rapport au début, enfin elle est excellente, c'est bien trouvé, ça répond bien, enfin voilà. Très 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 belle fin, une montée en puissance et puis à la fin quelque chose d'apaisant, voilà. Même si au final du coup avec ce genre d'histoire, il n'y a jamais de fin au final. Et là pourtant ça apporte quand même un petit point final bien sympa. Voilà, c'est fini pour cette duologie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu juste le tome 1 ou le tome 2, etc. On vous invite vraiment, comme d'habitude, on vous invite vraiment comme d'habitude à découvrir les romans de Céline Chevet, que ce soit celui-ci si vous êtes plus branché historique ou Corée, ou que ce soit les autres qui restent des immenses coups de cœur. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures.